Et bonsoir, nous sommes le 28 décembre, il est 19h, bienvenue dans Tunnel avec Anna Toumazov. Cette semaine, j'ai adoré concrètement ne rien faire pour les premiers quelques jours de l'année où cela a été rendu possible. Noël à la plage, vous savez bien, c'est toujours quelque chose, car nous le rappelons, les stations balnéaires ne s'autodétruisent pas à la fin de la saison, et les régions, comme ils disent ici à Paris, vivent même quand on ne les regarde pas. Et c'est toujours un plaisir d'aller voir les vagues avant le réveillon, en t-shirt d'ailleurs l'an dernier, mais je vais arrêter car on va me dire que je défends la théorie woke du réchauffement climatique. Donc c'est toujours un plaisir, mais à 300 € l'aller quand même, parce que c'est ainsi qu'on dessert les jolis endroits sans punaise de lit. Cette semaine aussi, j'ai détesté manger 10 fois trop parce que les repas de famille, c'est comme les petits déjeuners d'hôtel. On a toujours peur de manquer, du coup vite on profite. Et j'ai tellement peur de ne pas tout goûter que je finis invariablement malade. Mais au moins pour une fois, ce n'est pas dû à mon hyperphagie, juste à la profusion. J'ai découvert en écrivant comme à chaque fin d'année parce que j'ai toujours peur de tout oublier, accumulation de carnets comme syndrome de Diogène du souvenir, qu'une année peut tout changer si on suit bien ses résolutions et qu'on reprend une vie un peu normale aussi. Et qu'il faut believe in love after love comme dirait Cher, qu'il faut believe tout court d'ailleurs comme dirait Justin Bieber. Et j'ai réécouté, parce que Panayotis Pasco le citait récemment, le discours que Xavier Dolan nous livrait à Cannes en 2017, couronné par le prix du jury pour son film absolument fou Mommy, qui disait « Une note pour les gens de mon âge, les jeunes de ma génération. Ce sont les notes des dernières années dans ce monde de fous. Malgré les gens qui s'attachent à leur goût et n'aiment pas ce que vous faites, restez fidèles à ce que vous êtes. Accrochons-nous à nos rêves, car nous pouvons changer le monde par nos rêves. Nous pouvons faire rire les gens, les faire pleurer. Nous pouvons changer leurs idées, leurs esprits. Et en changeant leurs esprits, nous pouvons changer le monde. Ce ne sont pas que les hommes politiques et les scientifiques qui peuvent changer le monde, mais aussi les artistes. Ils le font depuis toujours. Il n'y a pas de limite à notre ambition, à part celle que nous nous donnons et celle que les autres nous donnent. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et puis ce prix en être la preuve la plus rayonnante. Quand je fais des bilans de ma vie, c'est souvent vertigineux parce que les choses sont arrivées trop vite. Mais je ne suis pas la seule. Et me passionnent les questionnements qui mêlent la gloire et la jeunesse parce que les deux sont fragiles, parce que les deux sont un vertige. En 2022, le magazine Vanity Fair livrait son classement des 30 moins de 30 ans, les 30 nouvelles têtes, les 30 prometteurs. Pour répondre à toutes mes interrogations sur ce succès et sur ce qu'il fait aux vies quand il arrive trop jeune, au lieu de mettre des tunnels à ma famille, je me suis dit que je pourrais m'entourer de camarades qui m'ont entourée dans ce classement, de personnes que je trouve brillantes, venues de mondes très différents. Pour cette discussion donc sur le succès et la jeunesse, autour de moi, Karen Noblinski, avocate très engagée, Samy Slimane, acteur et égérie, et Victor Wayne Santo, styliste à l'international. Bienvenue à vous trois. Merci. Merci. On va parler successivement de vos parcours en ce début d'émission. Je vais commencer par vous présenter mes invités parce que je pense qu'il est absolument nécessaire de revenir quand même en petite longueur sur leur parcours. Et je me tourne tout de suite à ma droite vers Karen Noblinski, avocate. Bonjour Anna. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Donc tu es avocate pénaliste. Comment est-ce qu'on devient avocate pénaliste ? Alors, comment on devient avocate pénaliste ? Alors, académiquement, tu fais des études de droit ou pas, et tu passes ce qu'on appelle l'examen du barreau, et puis ensuite on va à l'école d'avocat. Il y a plein d'autres passerelles. La question, c'est plus aussi, pourquoi tu veux, à un moment donné de ta vie, devenir avocat ? Moi, j'ai aucun avocat, tu vois, j'avais aucun avocat, aucune figure d'avocat dans des amis proches ou dans de la famille. Mais tout d'abord, il y a peut-être une histoire familiale qui fait que rapidement, dans la jeunesse, tu es confronté à des injustices. Familialement, moi, j'avais une bonne partie de ma famille qui avait été déportée ou rescapée de la Shoah. C'est quelque chose dont on parlait beaucoup. Donc il y avait, je pense, cette notion d'injustice tout de suite, de lutter contre des faits qui soient historiques ou autres qui s'étaient déroulés. Puis, plus tard, j'ai commencé à aller voir des procès. Vers 16-17 ans, je suis allée voir quelques procès d'assises. Est-ce qu'il y a des procès qui t'ont particulièrement marqué à ce moment-là ? Alors, j'allais pas voir des procès historiques, tu vois, c'est pas telle ou telle affaire, mais j'avais vu plusieurs fois des procès de viol.
Et ça m'avait effectivement particulièrement marquée. Et très rapidement, je suis allée vers cette voie du pénal. J'ai pas fait, je pense, du droit pour faire de la finance, de la fiscalité, du droit de la famille. J'étais hyper attirée par la question des faits divers, par la défense pénale. Et je pense que c'est pour ça que je me suis dirigée vers ça. Les prises de parole, pour moi, ça a été toujours quelque chose d'évident. Et puis, il y a eu ce premier stage que j'ai fait dans un cabinet qui était assez réputé, chez Pierre Haïk et Jacqueline Lafont. Et tout de suite, en fait, j'ai pu aller aux assises, mais cette fois-ci avec le cabinet d'avocats. Donc, c'était autre chose. Et je pense que je me suis tout de suite dit, en fait, les gens sont payés pour faire ça. On peut en faire son métier. C'est extraordinaire. Et j'ai continué pendant des années les stages dans le milieu du pénal, toujours autour d'affaires. Ça a quand même guidé aussi ces stages et cette formation de violences sexuelles. Ça a toujours été assez présent, ou d'affaires criminelles. Et puis, ça a été une évidence de vouloir poursuivre sur cette voie-là. Et donc, tu entreprends des études qui sont particulièrement éreintantes quand même, les études de droit. Tu enchaînes donc des stages et puis tu fondes ton propre cabinet il y a 2 ans, Ouais. avec un cabinet spécialisé en droit pénal, avec un focus sur le cyberharcèlement et les violences sexuelles. Pour toi, du coup, c'était naturel de vouloir travailler à ton tour, entouré d'une équipe sur ces questions. En fait, quand tu obtiens le diplôme, bien évidemment, il faut commencer par la case, comme tout le monde dans n'importe quelle profession, il faut commencer par la case de la formation. Donc, j'ai travaillé pendant à peu près plus de 2 ans dans un cabinet d'avocats. Mais la réalité, c'est que quand tu es dans un cabinet d'avocats, tu n'es pas libre de tous tes choix. Évidemment, tu es le salarié de quelqu'un, donc il faut répondre effectivement à certains ordres, et ça, c'est normal. Tu es formé en faisant ça, mais tu n'as pas une liberté pleine et entière de ce que tu veux dire, ce que tu veux écrire, les dossiers que tu as envie de défendre. Et je pense que très naturellement, il y a 2 ans, je me suis dit que ce que je voulais, en fait, c'était fonder mon propre cabinet, avoir une ligne directrice, à savoir le pénal, bien sûr, sous toutes ses formes, et la défense et les victimes. Parce que je pense que c'est ce qui fait aussi un bon avocat de victime, de partie civile, c'est de savoir être en défense, c'est de savoir là où on pourrait être attaqué, en fait, en tant que victime. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu un intérêt certain à être des 2 côtés, parce que je pense que c'est ce qui rend un avocat meilleur. Et effectivement, cet attachement à la cybercriminalité, au cyberharcèlement, aux violences sexuelles, qui est finalement né il y a longtemps pendant les stages, mais aussi pendant le confinement. Et tu le sais, Anna, parce qu'on a travaillé ensemble sur ces sujets. Pendant le confinement, je décide avec deux copines avocates d'ouvrir cette plateforme gratuite qui s'appelait Antenne Confinement, avec un numéro dédié où toute victime de cyberharcèlement ou de violences conjugales, violences sexuelles pouvait appeler. En pro bono, bien sûr, comme tu le disais. Et naturellement, ça s'est fait. J'étais encore collaboratrice dans un cabinet. Mais finalement, ça a été l'amorce pour moi de me dire, OK, en fait, je veux que ce soit mon cabinet. Je veux fonder mon propre cabinet, mon propre chemin, spécialisé sur ces questions qui sont inhérentes à notre société, que toutes les femmes et certains hommes aussi vivent au quotidien. Et il était temps pour moi de prendre la plume et de m'investir en mon nom. Et à ce titre-là, tu t'engages au-delà des tribunaux, à travers des articles, des tribunes. Est-ce que tu peux nous parler de certaines de ces tribunes, peut-être ? Oui, bien sûr. En 2021, oui, puisque c'était il y a déjà 2 ans, à ton initiative, Anna, il y a le hashtag Double Peine qui est créé, ce hashtag qui vient dénoncer les conditions dans lesquelles les femmes sont accueillies dans des commissariats, et qui vient en fait créer un scandale, parce qu'on se rend compte que partout en France, des femmes et des hommes sont mal reçus dans des commissariats lorsqu'ils veulent déposer plainte. Alors plusieurs péripéties qui nous occuperont pendant plusieurs semaines. Mais avec ma consoeur Rachel Flore-Pardo, on écrit une tribune pour dénoncer ces conditions-là et pour appeler plusieurs avocats, on était une centaine, à signer cette tribune et à faire constater qu'effectivement, il y a des failles dans ce système. Les victimes ne sont pas bien accueillies dans des commissariats. On leur dit parfois, non, en fait, il est 23h, revenez demain. Alors qu'en fait, quand tu es en danger, c'est maintenant, en fait, c'est pas demain. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une prise en charge immédiate. On leur disait aussi, non, vous n'avez pas le droit à un avocat.
pour se prémunir de je ne sais quoi. Et donc finalement, avec Rachel Fleur, à ce moment-là, on décide de remettre les choses en état, de rappeler le droit, de rappeler la loi et d'avoir aussi le soutien des pouvoirs publics pour que les victimes puissent reprendre leurs droits. Donc il y a un combat pendant 1 an qui sera mené avec les gens engagés dans Double Peine, dont bien sûr toi, et des avocats, des députés. Et finalement... cette proposition de loi, cet amendement que l'on soumet pour qu'il y ait un véritable droit à l'assistance de l'avocat dès le dépôt de plainte, qui sera soutenu par Véronique Riotton, qui est la présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée. Et ce soulagement et cette joie que l'on ressent il y a 1 an, en fait, fin novembre 2022, quand on se rend compte, elle et moi, tout juste âgées de 30 ans, toutes les deux avocates, qu'on a changé le code de procédure pénale et que l'article 10.2 a été modifié et que les phrases qu'on a demandé à ajouter sont tout d'un coup ajoutées. C'est une grande fierté. Et c'est aussi, à ce moment-là, la sensation de se dire qu'en fait, qui que tu sois, quel que soit ton âge, tu peux réellement en fait changer les choses. Parce que moi, on est des gens peut-être dans l'avocature avec un petit peu de notoriété. On n'est pas plus connus que ça, mais en fait à ce moment-là, on a réussi à changer la loi pour des millions de victimes. Et à ça s'est ajouté un combat où j'ai aussi écrit pour la constitutionnalisation du droit à l'avortement, parce que ce qui s'est passé en juin 2022 aux États-Unis, ça a été surprenant. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont pas en mesure d'avorter, qui sont pénalement jugées pour ce type de fait. Et c'est un recul absolument terrible de nos droits. Et donc, le but, c'est de constitutionnaliser ce droit pour que toutes les femmes, les jeunes filles françaises soient protégées sur le territoire français. Et c'est d'excellents exemples que l'activisme peut fonctionner avec main dans la main, évidemment, des acteurs et actrices du monde civil, donc comme le monde militant dont j'ai l'immense chance et fatigue également de faire partie, mais aussi des avocates ou des personnes directement engagées en politique. Et tu ne t'es pas engagée que pour les femmes. On t'a aussi retrouvée dans des dossiers très sensibles et éminemment politiques. Je pense notamment à l'affaire Naël. Oui, mais ça a été un dossier, enfin ça l'est toujours, hein, c'est un dossier qui est compliqué au regard finalement du regard qui a été posé par la société sur ce dossier-là. C'est très compliqué aussi. En fait, la réalité, c'est qu'on le dit beaucoup en matière de cyberharcèlement, c'est souvent les gens qui osent parler, qui osent prendre la parole, qui vont être pris pour cible. Bien sûr. Et moi, je ne m'en cache pas, hein, j'ai été au moment de ma désignation, et Samy, tu t'en souviens, menacée par des gens parce que j'avais pris la parole au soutien des intérêts de mes clients que j'ai l'honneur de défendre. Et je suis fière, moi, d'être avocate dans ce dossier parce que c'est notre travail, la défense pénale, parce que tout le monde n'a pas la possibilité aussi de prendre la défense pour soi, d'expliquer les choses en des mots, parfois en des termes juridiques. Et oui, le but, aujourd'hui, en tout cas, ce que je m'impose, c'est effectivement cet engagement, cet activisme, bien sûr, sur des sujets qui touchent aux droits des femmes, mais de toujours, en fait, garder cette casquette de pénaliste et donc d'être sur le terrain et d'être sur des sujets sensibles, tels que l'affaire Naël, qui est une affaire d'une immense tristesse, comme d'autres affaires qui seront à suivre, mais de pouvoir aussi garder cette casquette de terrain, d'activisme, d'engagement et bien sûr de pénaliste, parce que c'est ce qui me définit en premier. Et un activisme qu'on retrouve également sur les plateaux télé parfois et dans les radios, parce qu'il y a toujours cette notion de pouvoir utiliser finalement une notoriété, même si tu la trouves relative, pour pouvoir la mettre au service des choses auxquelles on croit très profondément. Et merci d'être toujours dans Tunnel. Je me tourne pour poursuivre cette discussion sur le succès et la jeunesse vers Victor Weinsanto, styliste. Victor, tu lances ta ligne en 2020 après avoir travaillé aux côtés de Jean-Paul Gaultier. Comment est-ce qu'on décide de lancer sa propre marque finalement ? Moi c'était en plein Covid, donc j'avoue j'étais pile dans la période où je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Un peu comme beaucoup d'entre nous, on s'est tous regardés face au miroir en se disant qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que j'ai eu la chance quand même d'avoir eu des bons soutiens, des gens vraiment du milieu qui m'ont fait confiance et qui m'ont un peu tendu la main. Donc j'ai décidé avec l'aide de mon compagnon, de ma famille, mon papa, ma meilleure amie d'enfance, on s'est tous regroupés, on s'est
On a tous mis un peu de sous et on s'est lancé et on est un peu... voilà, on s'est lancé. Et tu as réussi à attirer du coup l'attention de la presse et aussi de nombreuses stars internationales assez rapidement. Tu as eu l'impression que ça te tombait dessus d'un coup ou c'est venu vraiment tranquillement à toi? Ouais, c'est venu petit à petit. J'avoue que j'ai eu la chance, donc, comme dit, que j'ai été lancé par des personnes du milieu très... que j'admire, moi, en l'occurrence Adrienne Joff, qui est PDG de Comme des Garçons, qui est une marque qui me touche parce qu'elle est très militante, c'est une marque qui m'inspire depuis tout petit. Et en fait, très rapidement, avec leurs contacts, avec les contacts de mon agence de presse, YLK Musique et Tina Luniel, on a eu pas mal de demandes. Et donc, c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement et j'étais très content. Après, j'avoue, je dis toujours, si ça ne s'était pas arrivé, j'aurais vite arrêté. Parce que si ça n'arrive pas tout de suite, c'est que ça ne va pas marcher. Mais justement, on voit que tu as eu une ancienne vie avant, donc danseur professionnel, et que ça vient profondément nourrir ta façon de concevoir la mode et de concevoir tes lignes. Comment est-ce qu'on réussit à mélanger son ancienne et sa nouvelle vie finalement? Est-ce que c'est une continuité ou est-ce que c'est vraiment deux vies distinctes? C'est carrément une continuité. Moi, je rêvais d'être chorégraphe. Je voulais vraiment élaborer moi-même le visuel des pas de danse, mais surtout le visuel des set design, de la musique. Enfin, je voulais vraiment tout concevoir. Et donc finalement, aujourd'hui, avec mon métier en tant que styliste, lorsque je fais mes défilés, je les organise, je les appelle toujours mes shows. Je les conçois un peu comme un ballet. Donc j'aime bien cette idée de prendre mes muses danseuses ou artistes de cirque de tous les univers ou performeuses, même drague, etc. De combiner le tout et d'en faire un peu comme un mini spectacle. Mais parmi tes muses, justement, on peut compter Philippine Leroy-Beaulieu, je le voyais, donc qui est la star d'Emily in Paris, on peut le dire. C'est intéressant d'ailleurs cette volonté de vouloir mettre une femme entre guillemets d'âge mûr en valeur dans un monde qui ne promeut que justement la jeunesse éclatante et des corps très stéréotypés. Mais tu as aussi quand même habillé des Madonna, des Beyoncé. Donc là, en termes de danse, on se retrouve à nouveau dans le thème finalement. Carrément, non, oui, moi j'aime bien l'idée de... Enfin, je suis une marque... Aujourd'hui, je suis un jeune designer qui prône justement le fait que tous les corps, enfin vraiment l'inclusivité sous toutes ses formes. Et justement, tu parles d'âge et moi, c'est hyper important. J'ai toujours, dès le début, voulu avoir des castings avec des filles qui vont entre 18 et, 70 ans, peu importe. Mais justement, prôner la liberté et la beauté de chacun et chacune. Et donc, Philippine, c'est vrai qu'on la voit... elle dégage l'assurance, c'est la française chic qui est vraiment très inspirante. Et donc pour moi, ça a été un grand honneur qu'elle accepte, parce que franchement, je ne m'y attendais pas. et qu'on puisse, sans le vouloir, défendre un peu un sujet qui nous est tous les deux sensibles. Et donc moi, j'étais très content de travailler avec elle et avec toutes ces grandes artistes. C'est vrai que Madonna m'a acheté le jour de Noël. Ça a été un des plus beaux jours de ma vie, je ne m'y attendais pas. Elle a posté. Enfin, voilà, c'est un peu des petites choses inattendues, mais qui font toujours très plaisir. Mais qu'est-ce que tu ressens justement au moment où Madonna poste quelque chose sur toi au moment de Noël? Est-ce que tu réalises pleinement ce qui se passe? Est-ce que tu vois ça comme une continuité de petites choses et de petits coups d'éclat successifs? Ou ça apparaît toujours comme un émerveillement finalement? C'est plutôt un émerveillement, mais avec aussi la volonté de se dire what's next? Qui est le prochain, quoi. Ça laisse toujours un appétit finalement. Exactement. Ta marque est distribuée partout à travers le monde. Et tu arrives quand même toujours à promouvoir finalement une durabilité dans l'industrie de la mode. Comment ça se matérialise chez toi, cet engagement ? C'est assez naturel, c'est vrai que j'en parle même pas en général dans les interviews, etc. parce que c'est complètement naturel pour nous. On est ambassadeur de Nona Source, on a la chance, donc Nona Source, que j'explique, c'est la première plateforme de revente de sites de tissus dormants issus des maisons de la LVMH. Donc on a vraiment une chance de pouvoir accéder à ces magnifiques matières pour des prix qui sont complètement abordables. Et donc ça a vraiment changé. Je pense que justement Nona a vraiment participé au changement pour nous, jeunes designers, d'accéder à ces tissus qui sont normalement exclusivement réservés pour les plus grandes maisons. Donc nous, on le fait inconsciemment. L'intégralité de nos collections pratiquement sont issues de tissus dormants et ça me semble juste évident, en fait, plutôt que de reproduire de nouveaux tissus, de trouver des très belles matières ailleurs.
Et on citait évidemment au début d'émission ta nomination dans les moins de 30 ans de Vanity Fair en 2022. Mais ce n'est pas la seule récompense symbolique ou vraiment actée que tu aies pu avoir. En 2022, tu as été présélectionnée pour le prix LVMH et tu es invitée à l'Arab Fashion Week, distribuée à travers le monde. Est-ce qu'on arrive encore à avoir des buts finalement quand on a tout ça tous ces signaux verts allumés? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'entre la vision des gens, justement, par exemple, de ce qui m'arrive, moi, je suis extrêmement content et je sais que je suis vraiment un garçon très chanceux dans la vie. Enfin, des gens rêveraient d'être à ma place, donc ça, vraiment, je n'enlève pas. Mais on a quand même conscience aussi de la difficulté du métier, des difficultés financières, difficultés de plein de choses. Donc c'est vrai moi, je suis beaucoup plus réaliste en fait sur ma propre situation, mais je comprends tout à fait que pour certains, ça puisse paraître énorme, mais en fait, c'est tout bête, mais je me paye pas. Donc c'est genre de petits détails, mais donc même si sur le papier, c'est hyper glorieux, je suis très content et j'en suis très fier. Mais il y a encore beaucoup de travail justement à ce que ça devienne pérenne. Mais tu augures le débat que nous allons, la discussion que nous allons pouvoir avoir par la suite sur finalement le dosage dans le succès entre talent, travail, chance, ténacité aussi, parce que ça, je pense que c'est souvent important de ne pas en manquer pour réussir, entre guillemets, et évidemment, prédisposition. Ce soir, nous parlons de succès et de jeunesse et de comment on gère un petit peu tout ça et le changement de vie. Et je me tourne vers, à nouveau, un invité successful, Samy Slimane, à ma gauche. Excusez-moi pour les mélanges entre droite et gauche. Je fais comme le gouvernement. Samy, comédien, autodidacte. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un comédien autodidacte? Comment on se crée cette carrière de comédien? Je ne saurais pas vraiment le dire, étant donné que pour moi, ça m'est tombé dessus. Après, je pense que ça reste quand même des graines qu'on pose à certains endroits. Après, moi, c'est grâce à la chance de quelqu'un qui a une parole en or, qui s'appelle Mohamed Belhamar, qui est directeur casting, qui m'a casté quand j'avais 17 ans. Et moi, à cette époque-là, je baignais déjà dans le milieu du cinéma, entre guillemets, mais derrière. En tant que logeman, je travaillais du coup aux loges comédiennes, mais moi, j'étais pas assez grand et pas assez fin de mon dialecte pour pouvoir avoir des comédiens, donc j'étais au camion toilette. Et de là, j'ai rencontré des gens du Mohamed Belhamar. Et il m'a fait passer un casting, ça n'a pas marché. Il m'a dit de lui donner mon numéro, je lui ai donné. Et j'avais 17 ans, donc du haut de mes 17 ans, je me suis dit, ce qu'il me raconte, c'est de la flûte, ça va jamais passer. Je lui donne quand même, parce que mon père m'a toujours dit de le faire, et vas-y, on voit. Je lui ai donné, je suis retourné à ma petite vie pendant 1 an. Après, au bout de 1 an, j'ai trouvé un travail. J'ai été serveur à Châtelet, à La Factory Burger. Des burgers. Wallah, tu flippes. Incroyable. Ça. Oh là, encore aujourd'hui, ça me manque juste pour en manger le midi. Wallah, c'est un truc de ouf. Et du coup, voilà ça. Et le Covid. Du coup, le Covid s'est pointé, m'a mis 3 confinements dans la gueule et ça m'a énervé parce que je suis pas fait pour rester à l'arrêt. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et moi, je suis croyant, donc moi, c'est Dieu qui m'a fait le petit coup de « Tiens, t'inquiète, c'est pas fini ». Et quand je suis retourné à la cité, donc en bas de chez moi, etc., le téléphone sonne. Oui, bonjour, c'est Mohamed Belhamar, j'ai un rôle qui te correspond, est-ce que ça te dirait de passer Et là, c'est Athéna, Romain Gavras. Ouais, du coup, je suis allé faire le casting, je fais le casting, et voilà, après, j'ai été pris pareil, parce que j'ai été pris, pareil, c'est un coup de vie, j'ai été pris sans savoir même que j'étais pris. En fait, j'ai fait le casting, pour moi, j'avais loupé, j'ai appelé Mohamed, je lui ai demandé, est-ce que je peux venir, j'ai plus de travail, c'est le confinement, est-ce que je peux venir? Tu vois, j'ai jamais fait de théâtre. C'était l'occasion d'apprendre à faire du théâtre. Donc j'ai dit, vas-y, invite-moi, s'il te plaît. Il m'a dit, vas-y, viens. Et je suis venu et j'ai fait la réplique au final. Il m'a dit de faire la réplique. J'ai fait la réplique pendant 2-3 semaines. Au bout de ces 2-3 semaines, du coup, j'ai vu entre 250 et 200 personnes passer minimum, si ce n'est pas plus, mais j'ai pas les chiffres. Et après, on m'a demandé d'accompagner 4 personnes que j'ai castées avec Mohamed pour aller à Courtrajmé, pour apprendre
à faire Courtrajmé, c'est une école de théâtre. Et du coup, je les ai accompagnés pendant une semaine pour voir s'ils étaient capables d'apprendre des textes, parce que le casting, c'était que de l'impro, c'était un casting sauvage. Et moi, nature peinture, moi, tout le long de la réplique, moi, j'étais là, je disais, heureusement, ils m'ont pas pris moi, je sais pas apprendre de texte, en poésie, j'avais zéro. Que des trucs. Donc, pour moi, c'était strictement impossible. Et à la fin de cette semaine, on m'a dit, Samy, t'es pris pour le rôle de Karim. Donc, dans le film de Romain Gavras, qui a créé l'école Courtrajmé avec 2 de ses compères, dont un dont on va parler après. Exactement. Et comment ça se passe, du coup, quand Athéna sort, gros succès, toi, t'es la révélation du film. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dans la rue, les gens, ils te reconnaissent. Comment ça se passe de façon personnelle, toi, le changement de statut que ça donne? De façon personnelle, très compliqué. Et de façon professionnelle, super intéressant, étant donné que ça m'a ouvert énormément de portes. Par exemple, Saint-Laurent, qui m'accompagne aujourd'hui, avec qui je suis égérie et que c'est le plus grand des plaisirs, parce que c'est une marque que je trouve incroyable. C'est une tenue vestimentaire que j'ai toujours rêvé d'avoir, mais que j'avais pas ni les fonds, ni les lieux, ni le mode de vie pour pouvoir les mettre. Et aujourd'hui, ils me le permettent, et j'en suis tellement reconnaissant, parce que ça, c'est pas n'importe, c'est pas des vêtements que moi j'achète, tu vois, c'est du Yves Saint Laurent, tu vois, il est même pas les mots, mon frère. Mais non, du coup, ouais, il y a eu Saint Laurent, il y a eu pas mal d'autres portes qui sont ouvertes. Et donc, pour revenir sur le personnel, ouais, ça a été compliqué, parce que quand tu fais un tournage aussi gros que Athéna, etc., pour une aussi grosse production, t'as des gens qui te disent énormément de choses, qui te disent, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Toi, t'es tout jeune, tout neuf, tu connais rien, du coup, tu dis, ah, ok. Et dans ta tête, tu commences à essayer d'anticiper des choses, sauf que, non, en fait, erreur, attends que ça t'arrive, tu comprends, tu fais... C'est avec le temps, c'est comme ça, c'est la vie. Tu tombes, tu réfléchis, tu repars. Tu peux prendre des conseils, mais ça sert à rien d'écouter tout le monde, parce que le problème, c'est ce que j'ai fait. J'ai été rempli de petites frayeurs qui m'ont amené sur d'autres petits problèmes, mais rien de moche. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer, que j'ai appris avec le temps. Mais au tout début, le personnel, c'était très, 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 très compliqué. Parce que du coup, voilà, comme j'ai dit, j'avais peur pour ma famille. Je me suis dit, voilà, maintenant que je suis devant, il y a des gens, ils vont vouloir aller. La vie, elle est restée la même qu'avant. Il y a juste plus de problèmes, voilà, parce qu'il y a des nouveaux problèmes qu'on ne sait pas gérer, donc il faut apprendre à les gérer. Et ça, tu t'y attendais pas, du coup? Ah non, parce qu'il y a... les conseils qu'on vous donne sur un tournage, justement, pour vous préparer à l'après, parce que pendant le tournage, j'imagine qu'en fait, t'es dans une bulle avec tous les autres acteurs, les techniciens, tout ça et tout, donc t'es isolé dans ton truc, et puis un jour, le film sort au grand jour, et là, du coup, le public reçoit ce film. Quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à ça? Déjà, de garder les pieds sur terre. Ça, que ça soit des gens qui étaient dans ma sphère pour m'entourer, ou les gens, les techniciens, etc., qui m'ont donné des jolis conseils, etc. Garder les pieds sur terre et toujours avoir cette forme de reconnaissance envers tout ce qui m'a mené là, déjà. Et voilà, après, moi, j'ai 2-3 personnes autour de moi encore qui m'ont dit de toujours faire le tri avant de parler. C'est pour ça que je mets un peu de temps aussi avant de parler. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux dire des choses qui seront interprétées de 30 000 manières. Et dans ces 30 000 manières, la seule qui sera sélectionnée, ça ne sera pas la bonne. Donc voilà, toujours faire attention. Ça t'est arrivé de dire des choses et de te dire merde, j'aurais pas dû dire cette chose-là? Moi, je regrette rien de ce que je dis. Ça pourra arriver peut-être par la suite. Pour l'instant, de tout ce que j'ai dit, j'ai jamais rien regretté. Parce que ce que je dis, je le pense. Et du coup, grâce à mon grand frère et d'autres proches, je quand même... par exemple, grâce à mon agent qui est en face de moi, j'essaye de prendre sur moi, d'essayer de m'améliorer, en fait. Pour moi, c'est ça. Genre, réussir, c'est pas faire Athéna. C'est une forme de réussite. Parce que, comme tu le disais, il y a énormément de personnes qui auraient voulu être à notre place. Ça, je sais même pas quoi dire. Genre, honnêtement, à part remercier Romain Gavras, Mohamed Bellamar qui m'a donné cette chance, et d'autres personnes qui ne veulent pas que je dise leur prénom, mais qui sont dans cet environnement et qui m'ont permis de pouvoir m'accrocher à ce rêve que j'ai trouvé, qui est une passion par la suite. Voilà, c'est... Tu vas revenir sur les écrans? Ouais. T'appréhendes ou t'es content? J'appréhende parce que du coup, revenir sur l'écran,
pour moi, c'est valider, entre guillemets, ma passion. Moi, ma passion, je l'ai découvert sur Athéna, c'est être un acteur. Faire de l'acting, donner des choses, faire vivre des personnages et des rôles. Maintenant, moi, c'était quand même une zone de confort. Là, j'ai fait quelque chose de totalement différent. Mais voilà, j'ai fait une pub en Turquie sur de la rigolade, muette, très rigolote, pour du chocolat. Et... C'est le grand écart. Ouais, c'est le grand écart. Pour le coup, là, pour le coup, c'est vraiment le grand écart. Mais ouais, du coup, il y a un film qui a été tourné. Voilà, je peux pas trop en dire. Mais j'arrive en 2024, normalement, si tout se passe bien. Pour vous, le succès, c'est quel dosage? Alors, c'est une bouteille de 1 litre d'eau par jour. C'est plus. Il faut boire 2 ou 3 litres. Ouais, mais moi, 1 litre, ça suffit. Non, Ouais, je non. rigole. Faut que tu t'hydrates. Hydratez-vous. J'ai fait ma petite liste d'ingrédients. Alors moi, j'ai mis talent, travail, chance, ténacité aussi. C'est très important d'être con et de pas vouloir lâcher. Et on va pas se mentir aussi, prédisposition familiale et sociale pour beaucoup, parce que on entend très souvent des gens dire qu'ils se sont fait tout seuls et c'est pas non plus totalement vrai pour certains. Quel est le dosage pour vous? Qu'est-ce qui prédomine? Moi, je pense qu'il faut beaucoup de combativité. Ouais. Faut pas avoir peur que les portes soient fermées, faut pas avoir peur de l'échec, faut pas avoir peur de se prendre des refus, faut surtout pas se dire qu'on n'est pas en mesure d'y arriver. Je pense que la combativité, c'est le meilleur ingrédient. C'est l'ingrédient qui te permet d'aller au bout, de ne pas avoir peur, justement, d'aller au-delà des montagnes, de te dire, en fait, ouais, voilà, ce que je dis, ce que je porte, ça a de l'intérêt, ça sera entendu, ça va plaire à des gens, et ça va surtout permettre, peut-être, sur le plan du cinéma, sur le plan de la mode, sur le plan des droits, ça va permettre quelque part d'améliorer la vie des gens. Et je pense qu'il faut être combatif, il ne faut pas baisser les bras et il faut y aller tant qu'on a un petit peu d'espoir et d'idées. Et la combativité, du coup, c'est quoi? C'est poursuivre même quand t'es au fond du trou et que t'y crois plus? Je pense, après, quand tu es au fond du trou et que tu crois plus, je pense qu'il faut prendre un peu de temps pour soi. Bah, prends un peu de recul sur toi, fais une pause. Je pense qu'il faut commencer par là et pas non plus se tuer à la tâche. Mais oui, je pense que la combativité, c'est y croire. C'est y croire, c'est se dire qu'on peut bousculer les choses, quel que soit notre âge, quel que soit notre statut, quel que soit notre sexe. Parce que moi, je pense aussi, c'est un sujet peut-être dont on parlera, hein, mais je parle pour moi, c'est compliqué aussi d'être une femme pénaliste, d'être une femme et d'être crédible quand tu pousses la porte d'une prison, que tu défends des gens qui ont le double de ton âge, qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément ni la même éducation ni le même parcours. Quelle crédibilité tu as pour ces gens-là? Et je pense que ça fait partie de ta combativité. Les gens se ressentent les uns les autres. On ressent le courage, la résilience. Et donc, pour moi, c'est l'ingrédient ultime pour porter des projets, porter des combats et surtout défendre des individus. Samy, pour toi, c'est quel dosage? C'est plus le talent, le travail, la chance? Qu'est-ce qui fait le succès? Pour moi, on a tous une forme de talent. Pour moi, tout le monde est talentueux. Après, il faut du coup qu'il y ait la chance au rendez-vous et c'est ça qui manque à énormément de personnes. Ou des fois, tu as la chance et moins de talent, mais en tout cas, il faut les deux déjà. Sûr et certain, chance, talent, il faut que les deux ils se pointent au rendez-vous pour que tu puisses décoller, sinon il y a un problème. Assiduité, travail, et pour moi, vraiment la raison principale, c'est la famille. Sans la famille, moi, pour ma part, sans la famille, ça marche pas. Une base solide derrière sur qui on puisse toujours se reposer, en qui on puisse avoir confiance. Se reposer et surtout sur qui s'accrocher. Genre, t'as un objectif, t'as ta famille, et après, chacun des siens. Mais moi, pour ma part, mon objectif, c'est ma famille et ma famille et ma famille. Et ça m'est arrivé de faire autre chose. Mais l'objectif principal, c'est la famille. Et ta famille, elle suit dans tout ce que tu fais sans jamais s'inquiéter? Elle s'inquiète tout le temps. Tout le temps. Même si c'est bien, tout le temps. Et elle essaie de te canaliser, du coup? Elle essaye pas, elle me canalise. Quand je suis trop longtemps loin d'eux, genre, je vais dire je suis triste ou je sais pas quoi. Non, il y a ce besoin d'aller les voir pour me recentrer, pour savoir si je suis allé trop loin dans ça. C'est un équilibre, c'est la famille, elle a un bon entourage. Déjà, faire un tri. Moi, j'ai fait plusieurs tris dans ma vie depuis que je suis jeune. Très compliqué. Et ça fait très mal, mais ça a un certain prix. Comment on choisit qui éliminer de sa vie quand justement le succès en plus commence à poindre dans notre existence? Quand tu as un objectif, du coup, quand je reviens à ça, quand tu as un objectif et qu'il y a quelque chose qui t'en fait dévier, ou quelqu'un,
malheureusement, que tu l'aimes ou pas, ça doit t'étacher. Parce qu'il y a des activités que j'aimais faire, que j'ai dû arrêter parce que ça collait pas avec la vie que j'allais avoir. Il y a des gens que je fréquentais que j'ai dû arrêter, pareil, parce que ça collait pas. Pas parce que ça collait pas dans sa Bien vie sûr. personnelle ou quoi que ce soit, mais dans ça a divergé entre nous. C'est plus pareil. Voilà. Ouais, les chemins qui se séparent. Par exemple, il valide pas ce que tu fais ou tout plein de trucs comme ça. Et voilà, après, c'est la vie, en fait. C'est comme ça. Il y a énormément d'êtres humains sur Terre. On va pas s'arrêter à une personne qui t'en veut parce que tu essayes d'avancer. Moi, mon but, c'est pas de changer, c'est d'évoluer. Donc, si t'admets pas que j'ai envie d'être un petit Pokémon, c'est ton problème, frérot. Victor, tu te reconnais là-dedans, dans le fait de devoir à un moment donné sélectionner peut-être dans l'entourage ou dans les personnes aussi qu'on choisit de faire rentrer dans notre vie au moment où on a un objectif précis et une envie de réussite dans un domaine? En toute franchise, pas trop, non. Moi, le tri sélectif se fait un peu naturellement, je pense, avec le temps. Moi, j'essaie de ne pas trop me prendre la tête sur justement mes relations humaines avec les gens, parce que du coup, je me dis, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, elles vont peut-être être différentes demain. Moi, je pense plutôt justement au contraire à vraiment la solidarité. Ça, c'est vrai que c'est un point qui me touche, où justement, dès que, peu importe d'où tu viens, de quel milieu social tu viens, quelles sont tes armes, et en fait, dans tous les cas, tu peux pas y arriver seul, sauf si il faut se tendre la main, quoi. Et donc, moi, j'aime bien cette idée de qu'on n'y arrive jamais seul, ça c'est impossible, et qu'en effet, avec de la ténacité, il faut y croire, bien sûr, il faut vraiment croire en ses rêves, et en voulant s'épauler les uns les autres, et on finit par y arriver. Moi, je dis toujours à tous les étudiants de mode que je rencontre, vraiment, permets-toi de rêver, permets-toi de croire grand, parce que ça peut arriver, mais en effet, il faut travailler, il faut savoir s'entourer. Quand ça commence à marcher justement et qu'on monte dans cette espèce de TGV du succès et que vraiment ça ne s'arrête pas, est-ce qu'on peut continuer à mener une vie sociale normale comme avant? Oui et non. Ça dépend avec qui. Enfin, tes amis de base, je pense qu'on est tous d'accord, ça change rien, quoi. Si. Parce que du coup, ça révèle que certains, c'est pas tes amis. Oui, peut-être. Après, moi, je l'ai fait Toi, je sais pas, ça t'est tombé dessus directement? C'est monté petit à petit, et oui, c'est rapide. Mais c'est assez rapide quand même. C'est assez rapide, mais c'est vrai que du coup, moi j'ai eu la chance quand même que tous mes amis, ils étaient plus là en mode waouh, mais trop stylé, genre vas-y, raconte. Et du coup, il n'y a pas eu de masques qui sont tombés. Il n'y a pas eu de jalousie, il n'y a pas eu Donc j'ai vraiment eu la chance, au contraire, d'avoir eu des relations humaines assez. Toi, tu l'as observé, la jalousie, Samy? La jalousie. Honnêtement, elle est arrivée d'une manière, je m'y attendais pas. Je m'y attendais parce que moi, j'aurais pu faire comme toi, entre guillemets, tout le monde aurait pu le savoir dès le début quand j'ai fait Athéna, sauf que moi, j'ai pris la décision de le dire à personne. Il y avait que ma mère, mon père, mon frère, ma sœur qui le savaient. Le reste, personne, même mes meilleurs amis, ce que tu veux, personne ne le savait. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est simple. Il y a des imprévus et que si ça se serait mal passé et que j'aurais pas fini sur Netflix, les gens, ils t'auraient regardé chelou. Donc, j'ai rien dit. J'ai fait ce que j'avais à faire. Le film, j'ai terminé. Et quand j'ai terminé le film, je l'ai dit à personne jusqu'à la sortie. Ça m'a laissé un an pour calculer qui fait quoi, qui est qui. J'ai compris qui était qui. Et le film est sorti. D'abord, il y a les premières annonces, les teasers, etc. Là, tu commences à voir déjà quelques têtes qui commencent à s'intéresser un peu plus. Après, tu vois vraiment les vrais visages. Et là, les gens, ils comprennent qu'il n'y a rien à gratter. Et voilà, ils repartent de là où ils étaient. Mais je suis sûr que dans ce que tu parles, c'était que des potes ou des connaissances lointaines, et c'était pas tes vrais frères. Non, vrais frères, non. Voilà. Vrai frère, il n'y a pas eu de déception. Ah, autant pour moi alors. Parce mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de déception. Tu connais vite fait qui, d'un coup, tu deviens leurs meilleurs amis à leurs yeux. Ils arrivent comme ça. C'est la notion vraiment de garde rapprochée, de famille. Ils t'inventent des souvenirs. Et d'amis très proches. Voilà, ils t'inventent des souvenirs. Je vois très bien. Les gens qui t'aimaient pas, qui t'envoient des messages. Bien. J'ai des gens du collège, ils sont venus me parler alors que c'était les mêmes qui me disaient Samy, tu iras nulle part. Chien. Karen, je me tourne vers toi pour quand même connaître l'ensemble de ton œuvre, y compris en privé. T'es quelqu'un qui travaille beaucoup. Est-ce que parfois il y a des moments où tu dis que tu pourrais travailler encore plus? Oh oui. C'est une question rhétorique un peu, donc je réponds à ma place et je l'en remercie. En fait, mais c'est chacun dans nos professions et dans nos objectifs. Oui, on peut en faire toujours plus.
Mais c'est justement un cercle vicieux finalement, parce que ça fait partie de cette jeunesse ambitieuse. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression, s'il y a une après-midi où on ne travaille pas, qu'on pourrait avoir l'idée de faire ceci ou de faire cela. Je ne sais pas, toi, d'avoir une création en tête que tu pourrais aboutir plutôt que d'être en famille ou avec ton mari. Samy, d'avoir une idée pour bosser un casting ou autre. Anna, d'avoir la prochaine émission en tête. Évidemment qu'on peut faire toujours plus. Et c'est tout le problème entre l'équilibre qu'on doit essayer d'avoir entre vie personnelle et vie professionnelle. Et ça part de la question de la santé mentale. Est-ce que les jeunes ambitieux sont bien en termes de santé mentale? C'est une question qu'on peut vraiment se poser. À la fois, je pense... Non, je réponds non. Voilà. Je pense, non, mais je pense que... Toujours faire plus, en tout cas, deviens... le travail qu'on a chacun, c'est quelque chose qui nous nourrit, qui est extrêmement épanouissant, qui nous rend plein à certains endroits. Mais en même temps, ça peut être aussi très compliqué au quotidien parce que cet équilibre, il est compliqué à trouver. Et en même temps, il pourrait être culpabilisant dans des moments où on va mettre justement de côté la vie professionnelle. Donc oui, on peut faire toujours plus. Mais oui, il est important justement de prendre ce temps pour nous pour être de meilleures justement personnes dans notre activité professionnelle. Donc qu'est-ce que c'est le succès pour vous? Vous avez 4 heures. Ouais, je pense que ça englobe plusieurs choses. Pour moi, le succès, du coup, ça va être... Enfin, réussir, ça va être mon objectif, du coup. Donc, mettre bien ma famille, qui soit à l'aise financièrement, qu'il n'y ait plus forcément de questions à se poser. Et pouvoir, du coup, avoir la liberté après, liberté quelconque, que ce soit de déplacement, financière... faire ce que j'ai envie de faire quand j'en ai envie et que ça soit pas forcément à défaut que je ne le fais pas parce que je l'ai choisi que je le fais pas. Et pour vous, Karen, Victor, le succès, est-ce que c'est avoir réussi ou est-ce que c'est être heureux aussi? Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Je pense que être heureux, c'est quand même une condition essentielle du succès parce que sinon ce serait un succès un peu malheureux. Mais c'est pas évident, ça c'est sûr. Il y a des gens plein de succès et qui pourtant sont dans leur vie personnelle, leur vie familiale extrêmement malheureux. La vision du succès, cette vision assez idéaliste de la chose, effectivement, ce sera en premier lieu un monde où on serait tout d'abord heureux. Effectivement. Maintenant, le succès, oui. Je trouve ça toujours un peu compliqué de parler de succès à 30 ans. Donc moi, j'ai du mal à répondre à cette question. Je vais dire qu'en tout cas, ma vision de la réussite à notre jeune âge, à tous, c'est de pouvoir accomplir des choses qui nous épanouissent, accomplir des choses qui nous ressemblent et continuer d'avoir des idées, d'avoir des projets qu'on veut mener à bien. Et rester justement dans cette notion de combativité, pas se laisser abattre, parce que je pense que dans nos professions à chacun, on peut se laisser abattre tous les jours même. Mais se relever, d'y aller et d'avoir foi en l'avenir. Victor, on le voit, tu as déjà un palmarès de réussites qui sont impressionnantes. Est-ce qu'il y a des moments où on peut se dire, ok, là j'ai quand même réussi à atteindre des buts, ce qui me permet de me reposer un petit peu là-dessus et de ne pas être dans l'action, où justement ça motive d'autant plus et on finit par soi-même se donner des injonctions à faire toujours plus. Personnellement, moi, ça va avec la réponse du succès. C'est très personnel. Du coup, je le vois pas comme sur le regard des autres. C'est vraiment moi-même. Je dois être fier de moi et content de moi. Et Vanity Fair, 30 ans, je pense qu'on l'a tous vécu. C'était quand même un peu une fierté personnelle. Après, j'ai eu Forbes pour la catégorie art et culture en Europe pour les 32-30 ans. Et ça a vraiment été pour moi le moment où je me suis dit waouh. Enfin, je suis dans Forbes, pardon. J'ai pas un rond sur mon compte, mais je suis sur le magazine T'as Forbes. fait tous les classements avant d'avoir 30 ans, toi. Comme ça, au moins, c'était fait. Mais je suis passé pile poil. Et ça, c'était vraiment un moment pour moi où j'étais très fier de pouvoir dire à ma mère tu vois, enfin, c'est ouf. Et du coup, à quel moment t'as été fier pour la première fois par rapport à ce que tu faisais professionnellement ? Quand j'ai vu quelqu'un dans la rue porter mes propres vêtements, ça a été le moment le plus où j'étais en mode what ?
Et là, juste, c'est vrai, on en parle, mais on m'explique que... ouais, ça, c'est vraiment la plus grande fierté. C'est quand tu vois que les gens, ils aiment ton produit, qu'ils veulent le porter et qu'ils se sentent fiers de le mettre. Ça, pour moi, c'était le best moment. Samy, on en parlait tout à l'heure. Le succès, c'est une chose. Karen vient de le dire. Le succès, si t'es pas heureux à côté, ça sert à rien. Et je ne peux que souscrire complètement à ça. Moi qui me suis mis dans des wares à travailler sans jamais m'arrêter. J'étais quand même très malheureuse les années passées jusqu'à me dire cette année, ça y est, j'ai réussi à avoir une émission, par exemple, entre autres choses cool qui tombent dans la vie. Et on peut un peu se reposer et essayer, par exemple, d'avoir une vie personnelle, ce qui est plutôt cool, en arrêtant l'alcool, d'ailleurs, par exemple, et toutes sortes de conneries où je me disais, OK, là, c'est là qu'on va mettre de l'intensité, plutôt que... Arrêter l'alcool, ça fait du bien. Je le conseille à plein de gens. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai fait aussi. Et c'est plutôt... Dans la vie, il y a plein de bonnes idées qui se pointent. Ça change la vie, on est d'accord. Ouais. C'est plein de choix que tu n'aurais pas fait, en fait. Mais je me tourne vers toi, justement. Le succès, quand il arrive... C'est quoi les coulisses du succès dont tu parlais, avec cette idée que finalement, les gens autour ont l'impression que ta vie change complètement en bien, que t'es pété de thunes, que t'es heureux tout le temps et que tout le monde te sourit. C'est quoi la réalité derrière ? Ils se sont trompés. Non, en vrai de vrai, j'en veux à personne parce que j'étais comme eux, du coup, avant que je connaisse, je pensais que dès que t'avais fait un truc, tu prends de l'oseille ou quoi que ce soit. Non. Ou moi, pour ma part, j'ai pris une petite somme, mais qui ne m'a pas permis même de bouger de là où j'étais, ni de faire quoi que ce soit. J'ai pu enlever, comme je disais, grâce à certaines personnes que je ne voulais pas citer au début, mais grâce à ces personnes-là, j'ai pu m'enlever une branche qui était dans mon pied, mais qui commençait à chatouiller mon cœur. Voilà, ça, je l'ai enlevé. Mais sinon, comme je disais au début, la vie, c'est toujours la même. Il y a plus de problèmes à gérer parce que du coup, il y a des nouvelles choses à affronter auxquelles aussi moi-même je veux me confronter parce que je veux m'améliorer pour avoir accès à certaines choses de différentes et de supérieures. Donc, c'est le succès, c'est bizarre. Ça te donne l'impression que ça fait un accélérateur dans ton évolution personnelle ? Accélérateur, oui, parce que en fait, pour moi, dans ma tête, pour moi, dans le cinéma, après, je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai aimé me dire, après, je sais pas si c'est la bonne chose ou pas, mais moi, j'ai aimé me dire que dans le cinéma, tu sais quand tu commences, mais tu sais pas quand ça s'arrête. Ça veut dire que là, je suis en combat, comme tu disais, Karen, je suis en combat pour avoir, selon des castings très souvent intéressants, avec des films, parce que depuis Athéna, moi, j'ai refusé énormément de projets, par choix, parce que je sais ce que je voudrais avoir et j'ai envie de faire vivre certaines choses. Donc je me suis permis de dire non, même si c'était super compliqué à certains moments, du coup, parce que je me suis retrouvé sans travail, donc sans revenu d'argent ou même du coup pas d'heure. Je me suis retrouvé à faire le technicien. Moi, il n'y a aucun problème avec ça, parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé au camion toilette, donc retourner comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est là que c'est compliqué quand tu essayes de fabriquer quelque chose en disant, voilà, je vais cravacher, je vais aller là, mais tu vois que cette porte, elle n'est pas ouverte ou qu'on te la permet pas d'y accéder. Donc voilà, au final, on fait comme on peut. Et le fait de se dire à tout moment, tout peut s'arrêter et je peux revenir à la case départ, c'est quelque chose qui fait peur ? Quelque chose qui fait peur, oui, parce que... c'est comme je l'ai dit, moi j'ai une mission, c'est pour ma famille, et que là dans ma tête j'ai commencé à me dire que j'avais une possibilité d'y accéder. Et ouais, non, tu peux me répéter la question là, juste parce que je voulais dire un truc, j'ai oublié en 30 secondes là. Quand on arrive de base de situations qui sont peut-être moins socialement en tout cas vues comme glorieuses et tout, et qu'on se dit le succès est fragile, à tout moment je peux y retourner, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur ? Comme la magnifique phrase que je dis tout le temps à Sonia, ou même quand on s'est rencontrés à Vanity Fair, moi, ça va faire un certain nombre d'années que je suis, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça, en chien. Pas forcément que financière, je parle état mental dans la tête, dans la vie, tout ce qui se passe. C'est pas 10 ans de plus qui vont me faire peur à attendre
Il n'y a pas de souci, je sais ce que je veux et je vais aller le chercher. Vous voulez pas que j'y aille, il n'y a pas de souci, t'inquiète, ça va se passer tranquille. Et voilà. Et nous allons parler de la notoriété. Du fait même, alors je sais pas si ça vous arrive dans la rue, ou alors d'être sollicité sur les réseaux sociaux, ou même dans certains milieux, d'être reconnu par des gens que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que ça fait, ça, comme sensation ? Ça dépend du moment, non ? On est totalement d'accord, ça dépend du moment et de la manière de le faire. Oui, c'est ça. Quelles sont les bonnes manières ou les mauvaises manières ? Pour moi, je pense que la mauvaise manière, c'est... Voilà, comme ça, je le dis, au moins vous le savez. On est des êtres humains comme tout le monde. Ça veut dire qu'on a notre petite vie privée aussi. Ça veut dire que moi, pour ma part, quand je suis avec une femme, donc je mets ma mère ou ma soeur dans le lot, j'aime pas. T'as vu, j'aime pas, tu sais. Même ça se trouve, ça serait une collègue de travail. Tu ne sais pas si c'est ma petite sœur ou si c'est ma femme ou tu sais pas qui ça peut être. Donc, j'aime pas ce côté-là de prendre des photos à distance. Tu viens me voir, tu me demandes. Moi, ça m'est pas arrivé pour l'instant, donc c'est pour ça que je sais pas ce que ça fait. Mais j'ai toujours, du coup, eu cette réticence de je vais être avec ma mère. On va me demander, ouais, excuse-moi, tu peux faire. Alors que non, pas du tout. Quand je suis dans Paris, moi, on me croise, les mecs qui sont là. Ah, t'es le mec d'Athéna, bien vu mon ref. T'as caché l'avance, bien vu, t'es un bon ref. C'est super bon enfant, c'est kiffant, ça me fait kiffer et voilà, il n'y a pas de problème. Toi, Victor, les bonnes ou mauvaises façons de faire, je crois que c'est quoi ? C'est plutôt le bon moment. Enfin, c'est la pauvre personne, elle y peut rien, mais c'est, je sais pas, je pense à moi un jour, j'étais à la clinique, j'avais plein de problèmes de santé, enfin, on me saute dessus, 3 jeunes, c'était hyper mignon, hyper gentil, mais sur le moment, j'étais juste pas du tout dans le mood, quoi. Donc j'ai été un peu pas très sympa, alors que ça me ressemble pas. En général, toutes les personnes qui viennent me voir dans la rue ou qui viennent me poser des questions, me demander même un stage, et je trouve ça super cute, donc je réponds toujours très bien, mais ça dépend vraiment de comment tu t'es levé et qu'est-ce qui t'arrive dans ta journée. Mais la rappeuse belge Shai qu'on a écoutée tout à l'heure dans KBSA, justement, elle dit à quoi ressemble la célébrité. Pendant que je faisais des squats, on m'a photographié. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, toi ça a dû t'arriver peut-être après Athéna, qu'on vous prenne en photo comme ça ou en vidéo. À distance, ça m'est arrivé une fois, bizarre, du coup, mais j'étais tout seul, donc il n'y a pas eu, comme je disais avant, raison de dire quoi que ce soit ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait pas ma mère ou ni quelconque personne. Mais quand il a pris une photo, j'ai regardé comme ça, je l'ai fixé, j'ai dit attends, il m'a vraiment pris en photo là ? Et il m'a fixé, il a tourné la tête du style ouais, je l'ai pris en photo. Du coup, j'ai continué de le regarder, il a retourné la tête vers moi et je me suis dit bon, attends, on va faire pareil. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris en photo. Et après, il s'est barré. Mais il y a un acteur américain qui fait ça, c'est Dylan ou Cole Sprouse, je sais plus lequel des deux jumeaux là qui jouait dans La vie de palace de Zack et Cody. Ah, ça, et il a un compte Instagram où il prend, je crois que c'est à l'argentique, tous les gens qui le prennent en photo. Ça, c'est stylé, ça. C'est stylé. Karen, est-ce que tu penses que l'être humain, il est fait pour supporter ça, la médiatisation, le fait d'avoir ce lien parasocial et d'être connu par des gens qui ne le connaissent pas, et donc potentiellement des gens qui peuvent être dans une adoration, dans une détestation, ça peut aller des messages d'amour avec des effusions terribles ou jusqu'aux menaces. Est-ce que tu penses que le cerveau humain, il est calibré pour ça ? Ouais, non, je pense que personne n'est vraiment calibré pour ça. Je pense que c'est pas mon cas, là, je parle plus pour vous, que en fait, les gens s'y habituent plutôt. Les gens s'y habituent, comme toi, Anna, tu en avais parlé sur tes réseaux sociaux. À un moment donné, tu étais l'objet de menaces, de cyberharcèlement. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est amis aujourd'hui. Mais je pense en fait que la réalité, c'est que tu t'y es fait en fait au fil des années. En tout cas, moi, pour répondre à la question, évidemment, on pas du tout la même chose, donc la question de la notoriété, elle n'est pas du tout la même, mais ce qui est plaisant par contre, c'est quand tu rencontres des gens à des conférences, à des tables rondes, et que en fait ils vont te dire je vous ai écouté là, je vous ai lu là, merci, parce qu'en fait il y a des choses qui ont changé depuis, et quand tu constates en fait que ce que tu as pu faire dans ton activité professionnelle, ça a vraiment changé le terrain et l'expérience de certaines personnes, ça c'est extraordinaire. Mais après, je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, parfois, quand on vient me remercier ou me féliciter et tout, j'ai l'impression qu'on parle pas de moi. Enfin, oui, c'est gênant. C'est bizarre, ça fait vraiment une dissociation. Et c'est une discussion que j'ai eu hier avec un
avec un proche, parce que j'étais à une conférence du coup que je donnais sur la culture du viol, voilà, très, très intéressant. Et en fait, il y a des gens, il y a des meufs qui attendaient et qui sont venues me dire « Ouais, merci pour ce que tu fais, c'est génial, ça m'a beaucoup aidé et tout. » Et je trouve ça génial, mais des fois, je me dis « Mais enfin... » Et c'est pas du tout de l'humilité mal placée, parce que en tant que femme, je pense qu'il faut qu'on arrête d'être humble comme on nous l'a imposé. Et si on fait des choses bien, il faut le dire. Mais c'est vrai que vraiment, j'arrive pas à me dire qu'on parle de moi. Et je sais même pas si c'est du syndrome de l'imposteur, mais juste c'est bizarre. Exactement, j'allais dire, je pense c'est étrange, tu vois. Mais c'est normal parce que nous, on vit notre propre vie, on est voilà. très conscient de nous-mêmes, de nos défauts, nos Oui, qualités. t'es dedans. Oui. Donc, quand les gens ils te félicitent, t'es en mode ok, mais pourquoi oui. Mais après, il faut le reconnaître, il faut le prendre et justement, et ne pas. Et d'autant plus pour une femme, en effet, faut accepter justement. Ces beaux commentaires parce que du coup, c'est que ça a un impact, comme tu dis, dans la vie de la personne et c'est une fierté qu'il faut avoir à la fin. Et toutes ces expériences peu communes, surtout quand on les vit jeunes, parce que voilà, on n'a pas non plus des décennies et des décennies d'expérience de vie, que ce soit aller à la télé, être reconnu donc dans l'espace public, être plébiscité, vivre des défilés, des tapis rouges. C'est quand même bizarre à gérer. Comment est-ce qu'on garde la tête froide ? Bah, moi, il y a un truc qui m'aide. Après, je sais pas si c'est la bonne technique. Pendant un long moment, en fait, je me rendais pas compte de ce que j'avais fait. Un long moment, je me rendais pas compte, ou je ne voulais pas me rendre compte, plutôt. Mais surtout, ce qui m'a aidé principalement à garder les pieds sur terre, c'est, comme je l'ai dit au début, un bon entourage qui te fait te remettre en question assez souvent. Et savoir ce que tu veux, en fait, et ne pas oublier d'où tu viens. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit au début, moi, je nettoyais des cuvettes de chiottes. Donc je vois pas pourquoi je vais snober une personne qui me tient une porte ou qui m'amène une bouteille d'eau quand j'ai soif. Enfin, une personne qui doit manger une gifle, c'est la même personne pour tout le monde. Hein. Je vois pas pourquoi, toi, parce que tu as ce travail, toi. Enfin, le respect, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous avez en tête des artistes qui gèrent bien leur notoriété, selon vous ? Ou au contraire, des exemples d'artistes qui ont complètement... Moi, j'ai le meilleur, je le sais toujours, mais mon ancien boss, je l'appelle monsieur, mais c'est Jean-Paul Gaultier. Lui, vraiment, je retiens son génie, sa création, ses créations, mais ce que je retiens le plus, c'est son humilité, sa gentillesse avec tout le monde. Parce que comme tu dis, que la personne soit femme de ménage, à l'accueil, premier assistant, dernier assistant, peu importe, il traitait tout le monde de la même manière. Et ça, moi, je me suis dit, waouh, goal. Moi, si je n'ai ne serait-ce que 5% de sa carrière, je serais déjà très content. Mais si j'ai 5% de sa carrière et que j'arrive encore à respecter autant les gens que lui, comment il les respecte, et ben là, ce sera ma plus belle réussite. Et qu'est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez Dalida quand elle dit qu'elle veut mourir sur scène devant les projecteurs ? Moi, je la comprends pas forcément, étant donné que je fais pas de scène. Mais les projecteurs du plateau, sur le plateau, faut se projeter. Hein. J'ai fait exprès, j'ai essayé d'esquiver, merci. Mais pour revenir au truc, non, je comprends dans le sens où c'est, pour ma part, par exemple, pour Athéna, j'ai laissé des sentiments, des envies et des passages de vie personnelle et de vie personnelle autour de moi et de création, bien évidemment, qui m'a donné cette libération à propos de certaines émotions, etc., au fond de mon cœur. Et j'ai l'impression que à chaque film, en fait, parce que du coup, là, ce que j'ai pu faire par la suite, à chaque film, tu laisses une partie de toi. Même si c'est un rôle et une création, tu laisses une partie de toi. Et moi, jusqu'à là, je me posais toujours la question, Samy, tu laisseras quoi ici ? Et bah voilà, au moins, je laisserai peut-être des petits films. Ouais. Cool. Moi, j'avoue que je veux pas, mourir en audience ou en combat. Et en plus, l'année, là, elle a montré en 2023, je t'assure qu'il y a de grands avocats, des figures vraiment extrêmement connues. Vous avez Hervé Temim, vous avez déjà tous entendu son nom, et d'autres qui sont décédés jeunes cette année. Et être avocat comme d'autres professions, c'est une activité éreintante. Donc, non. Mais c'est ce que je me disais quand j'étais au cœur de mes activités militantes à chaque fois. Je sais pas pourquoi, mais quand j'avais des crises d'angoisse, parce que du coup j'en avais tout le temps puisque je faisais que bosser, je me disais tout le temps, j'avais ce truc qui me venait en mode, je vais faire un arrêt cardiaque, un jour ça va me coûter mon cœur. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc, et depuis j'ai un peu levé le pied. Et du coup, vous comprenez les artistes qui se retirent en pleine gloire. Je les comprends. On pense à des Damso qui est parti faire son petit tour en caravane, à des Diams, à des Nekfeu. Mais je les comprends. Enfin, pour ces personnes, pas pour ce truc-là, mais moi, pour eux, moi, par exemple, ce qui m'a épuisé énormément au début, c'est de passer à l'obscurité, à la lumière. Quand je dis la lumière, c'était pas focus sur moi, mais voilà, t'as de la visibilité.
c'est le traitement d'informations. Quand il y a quelque chose qui arrive, comme je disais, faire attention à tout ce qu'on dit, parce que faut faire la différence entre ce que tu peux dire sur la bulle, pour tout le monde, et ce que tu as le droit de penser pour toi. Parce que malheureusement, il y a des choses qui se passent que avant, genre par exemple, si je suis dans une discussion, avant il y a quelqu'un qui va me dire un truc de ouf, et je vais le regarder, je vais lui dire, t'es vraiment sûr de ce que tu me racontes? Aujourd'hui, et c'est grâce à Athéna, c'est plus de la maturité, je pense, que j'ai acquéri, c'est que le mec qui va me dire un truc totalement stupide qui m'intéresse, ok, ouais, d'accord. Et je vais passer à autre chose, alors qu'avant, ça ne serait pas passé. Et là, on va parler de quelque chose d'un peu plus positif quand même, c'est de la fierté. Est-ce que vous arrivez à être fier de vous? Oui, après c'est toujours difficile de le dire, je pense. Mais Je pense qu'il faut l'assumer. C'est mais pour oui, ça que je pose la exactement. question. Mais oui, mais voilà, je pense que tu as raison, il faut l'assumer, il faut savoir être fier de soi de temps en temps. Il faut savoir se remettre en question aussi, mais il faut savoir quand on a su remettre les choses en question, se poser les choses à plat et qu'on arrive à trouver les bonnes solutions et se dire waouh, ok, bah, tu as réussi à être mature. Tu peux être fier de toi. Oh, moi, j'ai ressenti de la fierté à mon égard à la fin de la projection d'Athéna, mais c'était une projection privée. Ils n'avaient même pas encore fini de faire super bien le montage. Et il y avait du coup ma famille et ouais, j'ai ressenti un truc de ouf. Je crois que c'était la première fois d'ailleurs. C'est dur à accueillir la fierté, très 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 dur. C'est très étrange et c'est vraiment... C'est un sentiment qui fait fuir carrément. Ouais. Ma famille, je l'esquivais pendant un petit moment, j'arrivais pas à accueillir leurs félicitations. Ça m'a fait mal, super mal, parce que c'est quelque chose que j'attendais énormément, mais dès qu'on me l'a dit, je tourne le dos. Enfin, faut m'expliquer. Et après, du coup, dehors, on me l'a donné quand on reconnaissait, ou même dans le milieu, quand on travaillait, les gens ils disaient félicitations, etc. Et prendre des retours, ça m'a fait prendre conscience du coup de la chose que j'avais faite. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, tu peux être fier quand même. T'as quand même fait un truc, il y a des vraies personnes, des gens qualifiés qui t'ont salué ton travail. Donc, prends conscience. Juste prends conscience. Après, le reste la même chose. Prends conscience. Mais c'est via ton propre regard, via celui de tes proches ou via celui du milieu que tu te sens le plus fier? Que je me sens le plus fier, je suis là de mes proches, mais c'est ça qui est assez, on va dire, contradictoire, c'est que je vais vivre à travers, pour le regard de mes proches, pour leur fier, à travers leurs yeux que moi je deviens fier, mais de l'autre côté, je te dirais que j'ai énormément du mal à être fier de moi. L'être humain est fait de paradoxes de toute façon, et je pense que c'est compliqué de, justement, on en parlait tout à l'heure, de réaliser c'est moi qui fais ça. Ça m'est arrivé qu'une fois. Je sais pas pour lors vous, de cette mais projection. lors de cette projection. Après, par la suite, du coup, comme je disais, je suis conscient qu'il y a énormément de personnes qui auraient voulu avoir ma place, etc. Mais moi, pour moi, comme on disait tout à l'heure et que je l'ai pas dit, pour moi, j'aurais réussi quand dans ma tête et dans mon cœur, tout sera aligné et que j'irai bien. Pour l'instant, ça, c'est du travail, ça m'aide à aller vers l'objectif que j'ai pour ma famille. Mais intérieurement, c'est le bordel. Karen, qu'est-ce qui te rend fière? Pour répondre à ta question, je pense que y a des moments de vie, en fait, où on est fier d'accomplissements, de choses qu'on a réalisées, quand on est avocat, d'un résultat qui va satisfaire le client, qui va peut-être même changer sa vie, particulièrement aussi quand on est en partie civile et qu'on défend des gens qui attendent depuis peut-être 7 ans l'aboutissement d'une procédure judiciaire. Après, la difficulté, c'est que moi, je suis un petit peu comme Samy, peut-être le côté un peu perfectionniste, manque de confiance ou autre. Les dés, en fait, on les relance tout le temps. Donc, en fait, on peut être fier à un instant T, mais la fierté, ça dure parfois une demi-seconde, mais surtout, la seconde d'après, tu te dis, OK, après. Il y a quoi? Après, qu'est-ce que je fais, en fait, pour continuer? Exactement. Et il est bien d'être fier un temps. Moi aussi, j'ai un petit peu de mal avec cette notion-là. Mais je pense que moi, je peux pas du tout, en tout cas, je le dis, parler de réussite à 30 ans dans un milieu où on est 35 000 avocats rien qu'à Paris et qu'il y a des avocats qui font des choses formidables au quotidien, mais aussi quand je regarde derrière moi. Tu vois, quand je regarde des figures féminines,
Quand je regarde une Gisèle Halimi, quand je regarde une Simone Veil, je me Ça dis, rend humble, forcément. ouais, on a du chemin à faire. On n'a pas fait grand-chose, en fait, jusqu'ici. Mais est-ce que tu arrives après certaines victoires, par exemple après l'obtention de réformes grâce à ton travail acharné, à te poser pour savourer et te dire waouh, parce que c'est vrai que au niveau des émotions, quand on est en colère, on manifeste la colère, on a des moments de colère, on s'énerve. Alors chez certaines personnes c'est de la froideur, chez d'autres on balance des trucs. Moi je viens du sud donc je ne vous dirai pas quel est mon choix, mais vous pouvez le deviner. Le Ricard. Les moments de tristesse, évidemment, on pleure, potentiellement on en parle, on garde ça pour soi et tout. Mais le bonheur et les émotions positives, c'est toujours plus difficile à matérialiser. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu arrives à savourer? Ouais, je pense que ces émotions-là, étrangement, elles durent moins longtemps que les autres. C'est vrai. Mais Finalement, les déceptions, les moments de rage, de peine, parce que quelque chose n'a pas fonctionné dans notre boulot ou qu'on est déçu finalement d'une situation, d'un résultat, ça dure plus longtemps. Ça, c'est beaucoup plus amer. Mais bien sûr, évidemment, il faut profiter ces moments de réussite, de fierté pour pouvoir aller de l'avant et les concrétiser à nouveau dans les années à venir, évidemment. Victor, toi, de tous ces accomplissements, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Mes parents, quand je sais que je les ai rendus fiers. Ça, c'est vraiment... Et même... C'était personnel, mais j'en parlais même avec ma mère dans la voiture l'autre jour en me disant bah, tu vois, j'ai l'impression que t'es moins fier. Du coup, là, je le vis mal. Genre là, elle s'est dit Ouais, c'est réel. Ça. Et du coup, t'as envie de rendre à nouveau ta daronne fière, tu vois. T'as envie d'aller cravacher. T'as envie d'aller cravacher. Karen, qui est-ce que tu as le plus envie de rendre fier, toi? Moi, je pense que c'est ma grand-mère. Ouais. C'est vraiment la figure de femme forte de ma famille. À 85 ans, t'as l'impression qu'elle en a 50. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu la boum ici. Anna, c'est sûr. Moi, j'ai pas vu, C'est mais un ma peu- grand-mère, c'est la même chose. C'est un peu Poupette dans la boum. Tout le monde connaît Poupette dans la boum. C'est un peu elle. Et donc, je pense qu'elle fait partie de ces figures de femmes fortes avec lesquelles j'ai grandi. Et c'est vrai que nos familles, je pense qu'elles sont souvent fières de nous. Mais parfois, c'est pas les regards les plus objectifs. Faut quand même Bien le sûr. dire. Mais je pense que c'est auprès d'elle que je suis fière de dire voilà, j'ai écrit sur les droits des femmes, j'ai écrit sur la lutte contre l'antisémitisme, j'ai écrit sur l'avortement, sur l'endométriose, qu'importe. Et c'est elle que je veux voir fière. Et qui dit fierté dit aussi, on l'a un petit peu survolé, syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous connaissez le syndrome de l'imposteur? Quelle est votre définition du syndrome de l'imposteur? Je l'ai pas la définition. Mais moi, vas-y, je tu me peux suis dire fait la Samy ce mienne. que ça représente pour toi. Mais ouais, pour moi, c'est là où, par exemple, Athéna au tout début. Du coup, c'est pour ça que j'attends 2024 avec impatience, Avec la surprise. avec la surprise. C'est que, en gros, j'ai fait quelque chose sur lequel il y a des gens qui ont été reconnaissants, qui m'ont félicité, etc. Mais vu que j'étais dans ma zone de confort, pour moi, je suis pas un acteur et j'ai rien d'un acteur. Et ça a été super dur du coup pour les gens autour de moi de me faire comprendre que j'avais certaines capacités et que je pouvais réaliser certaines choses. Parce que jusqu'à là, pour moi, même si j'avais fait des choses, j'avais jamais rien fait de ma vie. Et là, j'ai réussi à faire ça. Donc voilà, plus, comme je dis, l'entourage, ça a été plus facile de comprendre. Et vas-y, là, il y a une surprise qui arrive en 2024. Moi, je l'ai fait. Déjà, ça m'a aidé à y croire que oui, je suis un acteur. Parce que c'est ça qui est Bien drôle, tu vois, bien c'est sûr. que quand je rencontre des gens, ils me disent « Samy, tu fais quoi ?» Ma première phrase, c'est je les regarde, « C'est compliqué, je suis régisseur. » Ils me regardent, « Mais c'est pas possible, je t'ai vu, tu faisais Athéna. » Oui, mais ouais, voilà, j'ai été acteur, mais j'aime pas le dire. En fait, tu sais, je suis fier qu'on me dise Samy, t'es un acteur aujourd'hui. Quand on me le dit, genre, c'est de la reconnaissance. Mais à la fois, tu sais, il y a cette petite voix interne, l'enfant que j'étais quand j'étais petit, qui me dit souviens-toi toutes les embrouilles parce qu'on t'a dit que t'es un acteur. Tu sais, c'est le petit paradoxe mais au final, aujourd'hui, quand on me le dit, du coup, ouais, c'est retour sur investissement, plaisir et voilà. Et pour vous, Karen, Victor, le syndrome de l'imposteur? Non, enfin, moi, c'est pas...
Mais encore une fois... C'est pas pareil. Non, mais oui, c'est pas pareil, tu vois. Moi, je parle en tant qu'avocate, donc oui, mais quand il y a de la reconnaissance qui arrive, que justement, tu te retrouves à être saucée sur ce que tu fais, que tu es justement classée dans Vanity Fair, on revient là-dessus. Elle oublie, elle essaye de le faire oublier, ça. Elle essaie vraiment de... Quand on vient, qu'on salue ton parcours et qu'on te dit, bon, bah voilà, à 30 ans, elle est quand même super solide. Et effectivement, non, mais c'est toujours quelque chose de très flatteur. Il y a un peu ce syndrome quand même, parce que j'ai envie de dire aux gens, non mais en fait, ça va quoi, j'ai juste fait mon boulot. J'ai juste fait mon boulot, et donc c'est vrai que parfois ça revient un petit peu, t'as raison, ce syndrome-là. Et en même temps, j'ai quand même l'impression que ce que j'ai fait seule ou avec des consoeurs, confrères, etc., bah finalement oui, et justement c'est humble hein, quand je dis ça, c'est à la portée de toute personne qui a envie de s'engager, qui a envie d'y aller, qui a envie de dire tout haut des choses qui n'ont pas encore été dites. Et donc, je me dis que finalement, oui, il n'y a rien d'extraordinaire. Par moments, je suis rattrapée par ça. Et en même temps, oui, je suis assez fière de ce qui a pu être accompli, et ça me donne envie de continuer et d'en faire d'autres. Et toi, Victor, ton rapport... au moment où, justement, on parlait de la presse française internationale qui a quand même chanté tes louanges à maintes reprises, est-ce qu'on se dit toujours, bah ouais, ça parle de moi, c'est normal, ou il y a des moments où, quand même, ça semble un petit peu gros? C'est plutôt la deuxième version. En vrai, en général, on a toujours un peu du mal à croire ou lire ce qui est écrit. Et souvent, en plus, la presse, et on les remercie parce que on a besoin d'eux, hein, ils ont souvent tendance à redorer un peu l'image et le positif. Et donc, ça, c'est super chouette parce que du coup, la personne qui ne te connaît pas, qui va lire le papier, elle va se dire waouh. Mais la réalité, c'est que toi, tu connais un peu les entre-chapitres. Et donc, c'est là où arrive le syndrome de l'imposteur, de se dire bah oui, en fait, sur les grandes lignes, il y a ça, mais il y a plein de sous-chapitres où je suis pas forcément si fier que ça. Et est-ce que je suis vraiment légitime ou pas? Ça, c'est vraiment une question, c'est très subjectif et je le dis toujours, mais je suis sûr que je viendrai d'un autre milieu social, je serais peut-être, je sais pas, des conneries, mais j'aurais 80 kilos de plus, je serais black, je viendrais de citer, je suis sûr que mon parcours n'aurait pas été le même. Et donc là-dessus, revient plutôt la question du syndrome de l'imposteur, de pourquoi tu es légitime en fait, pourquoi toi, pourquoi pas un autre. Et ça, c'est super important de se poser la question. Parce que là, tu viens vraiment sur la question des privilèges. C'est une façon de souligner que la réussite peut être plus simple quand on est hétéro, quand on est un homme, quand on est blanc et qu'on vient d'un bon milieu social. C'est sûr, on va pas se mentir. Hein. Enfin, en tout cas, même moi, je le vois dans l'inégalité des chances. L'inégalité des chances. Et je le vois même dans mon métier. Il y a quasiment pas d'écoles publiques, c'est que des écoles privées. Donc déjà, à partir de là, si t'as pas les moyens, comment tu fais pour arriver à ce niveau-là? C'est impossible. Quand tu te lances, moi, je viens d'un milieu assez modeste. J'ai eu la chance que mes parents, ils fassent des crédits, ils se sont battus pour que je puisse arriver à ce que je voulais. Mais je suis sûr, que mon parcours aurait été différent si j'avais été une femme, tout serait beaucoup plus compliqué, j'en suis persuadée. Karen, ça te parle? Oui, mais c'est aussi... c'est-à-dire la méritocratie, en fait. C'est aussi de se dire, on a réussi dans chacun de nos domaines. Et encore, je relativise vraiment le mot réussir. T'as du mal avec le mot réussite. Oui, mais comme c'est le thème aussi de cette émission, c'est normal que le mot revienne. Mais sur ça, moi, c'est... Alors, je pense que je suis née dans une famille où j'ai eu la chance d'avoir ce dont j'avais besoin en termes d'éducation, en termes d'amour aussi, en termes de liens familiaux. Mais c'est vrai, par contre, que ça fait aussi partie de ce dont je suis fière. Et je pense que ça, par contre, c'est des choses qu'il faut dire. C'est que, je connaissais pas vraiment le milieu des avocats. C'est vrai que dans ma famille, beaucoup de psys, beaucoup de gens qui sont plus du côté médical ou des choses comme ça. Je connaissais pas vraiment le milieu de l'avocature, et ça, c'est une fierté. Par contre, ça, c'est une fierté aujourd'hui de me retourner et de me dire c'est chouette en fait, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Des gens qui, à plusieurs endroits, m'ont fait confiance, ont cru en ce que je pouvais dire, ce que je pouvais faire. Et ça fait aussi du bien, en fait, de rentrer dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout et de regarder après derrière soi et de se dire « Ah, sympa ». Et est-ce qu'on...
peut être content à un moment d'avoir cherché une vie qui n'est pas conventionnelle. Parce qu'évidemment, je pense que pour nous quatre, c'est agréable de vivre de ce qui nous anime et de vraiment ce qui nous possède presque. Mais il y a parfois des moments où on se dit, en fait, si j'avais un job plus conventionnel, j'aurais des signes de réussite, justement, de voilà, j'ai bien accompli mon taf et je peux sortir du travail à 17h, 18h, 19h en me disant, ma journée de travail est terminée et je ne vais pas continuer à gamberger dessus. Comment on arrive à composer avec le fait d'avoir cette vie pas très conventionnelle ? Et est-ce qu'on peut réussir à composer avec ça, d'ailleurs ? Je sais pas si j'ai réussi pour l'instant ou pas, mais on essaye. Mais non, c'est super. Pour ma part, c'était compliqué. Et après, faut bien s'entourer. Sonia, encore une fois. Mes parents. Samy est à deux doigts de donner le micro à son agent pour qu'elle témoigne un petit peu. Non, mais c'est parce que c'est pour ça, j'ai pas. Enfin, moi, je me confie beaucoup à mon entourage et c'est lui qui m'aide énormément à faire retour sur ça. Donc, je pense qu'ils ont peut-être plus de choses à dire sur cette question que moi, par contre. Mais ça peut aider, on en parlait justement, à garder la tête froide, finalement. Et c'est la fin presque de ce tunnel avec mes invités. Et qu'est-ce qui nous rassemble tous les quatre ? Donc avec Karen Domlinski, avocate, Victor Vincento, styliste, et Samy Slimane, acteur. C'est que donc on était tous dans ce fameux classement en 2022 des 30 moins de 30 de Vanity Fair. Et j'ai retrouvé vos présentations. À venir faire. Alors Victor, ça a parlé de ton style rétro-futuriste, de ta première collection Cannes-sur-Mer, inspirée par les cagoles. Ça parlait également de ton passé donc de danseur de ballet. Est-ce qu'il y aurait des choses à rajouter ? Si maintenant c'était le classement à nouveau et qu'il fallait te mettre à l'honneur. Je ne saurais pas quoi dire. Je ne saurais pas quoi rajouter. Parmi tout ce qui se passe, parmi la profusion de choses qui se passent, c'est vrai que ça doit être dur de choisir peut-être au final entre tout ça. Samy, toi, tu avais évidemment aussi ta petite présentation. Tu étais qualifiée de nouvelle star. Donc Merci Vanity Fair. Voilà, de débutant qui, quand Athéna sera sorti, ne pourra plus marcher incognito dans la rue. Ça, cette phrase, elle m'a fait beaucoup dans ma tête là. Quand j'ai lu ça, je te jure que dans ma tête, c'était la panique. Je me suis dit, mais j'ai encore trop de choses à faire. Je peux pas, frère. Ça parlait aussi de tes débuts au cinéma, donc avec Le Camion Toilette. Ça parle de Mohamed Belhamar, qui t'avait testé pour le rôle de Joe Star dans Suprême, rôle qui a été pris par Théo Christine, qu'on voit aussi beaucoup partout maintenant. Et sur le fait que tu as tout donné, donc avec cette citation, l'épine dans le pied qui commence à te chatouiller le cœur. Oh putain, je l'avais déjà dit là-bas. Ça s'appelle des éléments de langage. Une fois qu'on en a un bon, il faut le garder. Et Karen Domlinski, donc ça parle de cette fameuse tribune dans le JDD où tu avais aussi... on peut le dire, je vais être très vulgaire, mais c'est la fin de l'année, peut-être que personne n'écoute. T'avais vaillamment sauvé mes fesses aussi, quand même, parce que je me faisais un petit peu menacer à droite à gauche. Mais ça, Anna Toumazov, ça s'appelle le secret professionnel. Oui, c'est vrai. T'avais donc défendu le droit pour les victimes de violences sexuelles. Pourquoi je dis sauver les fesses ? C'est parce que moi, j'arrive en tant que militante féministe à ce moment-là. Ah, tu le racontes, en fait. Elle veut rien savoir. Alors, allons-y, dites-le. Non, mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive en tant que militante féministe et j'adresse ce sujet qui est donc celui des plaintes qui sont très mal prises par la police. Mais comme justement je suis militante féministe et je suis du monde civil, ce n'est pas pris au sérieux par le pouvoir, et on essaie un petit peu de te faire taire. De me faire taire. Et le fait qu'il y ait des avocats qui arrivent à 100 personnes et qui disent nous, on est avocats et on estime qu'en fait, si les plaintes sont mal prises, ça constitue une obstruction à la justice. Il ne peut pas y avoir de justice dans le pays. Et ça apporte de la légitimité à mon combat. C'est pour ça que je dis sauver les fesses. Et quelque part, dans cette tribune, on vient dire parce que ce que vous dit cette femme, tout ça, ce hashtag, cette création, ce site internet où tu avais anonymisé tous les témoignages, tout ça, en fait, c'est vrai. Tout à fait. Et il y a eu derrière des modifications donc, du code de procédure pénale, et c'est mentionné dans cet article Vanity Fair. Ça parle également donc, de tes débuts dans les procès aux assises. En fait, on a développé tout ce qui est dit dans ces bureaux pendant toute l'émission. Donc, il y a tes premiers stages auprès de grands pénalistes et évidemment ces modèles, donc Gisèle Halimi, Simone Veil ou ta grand-mère. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter dans cette présentation aujourd'hui ? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a des sujets depuis dont j'ai tenté à mon niveau de m'emparer
comparer, je pense qu'à cette période, parce qu'on avait tous été interviewés, je crois, avant l'été, il y avait l'IVG, en fait. L'IVG dont j'avais pas pu beaucoup parler et qui est vraiment menacée aujourd'hui, pas en France, mais dans des pays très proches de nous, en Europe, qui est menacée évidemment, et ça s'est confirmé aux États-Unis. Je pense que j'aurais parlé d'IVG et je pense aussi que j'aurais parlé davantage de harcèlement scolaire, qui est un véritable fléau. Moi, je défends beaucoup de familles dont les enfants sont victimes de harcèlement scolaire. C'est quelque chose dont il faut parler, dont le gouvernement s'est un peu plus emparé, il faut le dire quand même, en septembre. Et voilà, et j'aurais parlé d'éducation, parce que ça fait des années que j'enseigne à la fac, bientôt à Sciences Po à partir de janvier, et ça fait partie de ce désir de transmission et de lien avec les générations qui sont un petit peu en dessous de nous. Et ça, c'est quelque chose de très épanouissant, la transmission. Qu'est-ce que tu dirais, Karen, à quelqu'un de plus jeune que toi qui voudrait faire ce que tu veux faire, ce que tu fais actuellement? Alors, pour être très honnête, je pense que je le mettrais en garde. Je le mettrais en garde sur la vie de pénaliste, parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. On ne sait pas si on va devoir se lever à 5h du matin pour aller en garde à vue, s'il faut courir en prison. On est inquiet pour les procès, pour les clients, pour les victimes qui attendent aussi beaucoup de nous. Je pense que je mettrai en garde sur tout ça. Tout à l'heure, vous parliez des points de vue financiers. Effectivement, aussi, le métier d'avocat, c'est quelque chose qui est compliqué parfois de ce point-là, il faut le dire. Il y a des gens très successful, mais il y a des gens aussi qui travaillent comme des chiens et qui pour autant ont, du point de vue financier, quelques difficultés. Donc je pense que je mettrai en garde un jeune avocat sur tout ça, sur aussi cette charge mentale, parce qu'on a la sensation d'avoir... c'est une réalité, le poids des soucis des autres sur nos épaules. Et donc, mais par contre, je reviendrai quand même vite pour lui dire que c'est un métier extraordinaire. Et que les victoires, à la fin de la journée, je pense qu'elles valent tout ce mal de ventre qu'on se fait pour nos clients. Et aussi, ce métier, c'est ce qui permet de faire le lien avec tous ces sujets d'actualité, d'avoir parfois une voix qui porte, d'avoir la chance parfois d'être entendu. Parce que ce qui se passe dans les salles d'audience, en fait, c'est ce qui se passe partout, chez nous, dans la rue, dans le huis clos, chez les gens. Et donc, c'est aussi formidable comme métier de ce point de vue-là. Et merci beaucoup, Karen, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation Merci et d'avoir partagé toute cette expérience. Samy, le petit Samy, est-ce qu'il est fier, tu penses? Est-ce que tu as dépassé ses rêves? Dépasser ses rêves, non, parce que c'en est totalement d'autres, parce que pour moi, le cinéma était totalement inaccessible. Donc, c'est pas les mêmes rêves que le petit Samy. Mais du coup, lui, il serait totalement choqué, il me regarderait comme un ouf ça, et il me dirait « Ah bon, toi, t'es là? T'as réussi à faire ça, toi? Ah bon? Ok. » Mais non, moi, je pourrais redevenir le petit Samy que j'étais quand j'étais petit, quand 2024 se passera bien, quand la surprise arrivera et que j'arriverai, moi, en fonction des avis, à me certifier acteur et ne plus avoir ce problème avec le petit Samy qui me dit acteur, ah ouais. Et là, tout se passera bien. Là, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour cette année qui arrive et pour potentiellement, justement, cette nouvelle exposition? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Déjà la santé, parce que sans santé on fait rien, les gars. La santé pour mes proches, et voilà, le reste je m'en occupe. Merci beaucoup, Samy, d'être venu parler de tout ça aussi sur cette antenne. Merci à toi de m'avoir donné la parole. Victor, clairement 2023 c'était déjà bien ton année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour 2024? Une meilleure encore. Parce que là, quand même, une fois qu'on a quand même atteint pas mal, j'imagine, de rêves, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Plein d'autres. Hein. J'en ai plein, j'ai une grande liste. Donc non, ça va. J'ai encore plein de choses à accomplir. Et justement, il faut le voir avec beaucoup de positifs et avec le smile. Et c'est tout ce qui compte. Et comme tu dis, la santé. Parce qu'en effet, sans santé, c'est compliqué. Et on parle de santé, tu as des périodes où tu vas pouvoir un petit peu lever le pied en 2024, où tout l'agenda est déjà full. Non, là, il n'y a pas de... Oui, on va pas trop se reposer, mais je veux prendre un week-end, là, ce week-end, pour Noël. Bien. Eh bien, écoute, merci aussi
d'être venu participer à cette émission. Je vous remercie vraiment très chaleureusement tous les trois. J'étais très heureuse et très fière de vous recevoir et de pouvoir vous rassembler quelques mois du coup après ce qui nous avait déjà unis malgré nos parcours très différents. Et puis moi je vous laisse après cette toute dernière émission au son de Move.